Bienvenue dans le podcast T'as la forme, l'émission qui parle de santé, de nutrition et de physiologie interne, ton rendez-vous bimensuel qui va te permettre d'améliorer ta santé. Hello à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Écoute, on est parti pour ce 7e podcast, 7e épisode déjà, ça passe vraiment trop vite. Encore une fois, l'équipe et moi, on tient vraiment à vous remercier pour votre accueil, pour les premiers épisodes. On a vraiment reçu que des commentaires hyper positifs. Donc c'est vraiment cool et c'est vraiment ce qui nous encourage en tout cas à maintenir ça et à continuer ce format qui apparemment vous plaît beaucoup. Vous avez eu pas mal de suggestions à nous donner par rapport au podcast sur des sortes d'épisodes en fait où on répondra à vos questions. Alors ce serait des podcasts du coup qui seraient beaucoup plus courts et où donc c'est des podcasts qui durent à peu près 15-20 minutes où on répondrait à une question spécifique de votre part. Donc sachez que c'est une question qui est à l'étude, donc on est en train de voir ça et on verra ça si on mettra ça en tant que prochain épisode. Mais en tout cas, merci à vous toutes et à vous tous pour vos suggestions. C'est vraiment ce qui nous permet d'avancer. On a eu aussi beaucoup de suggestions par rapport à la voix, par rapport au sujet qu'on pourrait mettre en place, etc. Donc on est en train de réfléchir à tout ça et merci à vous toutes et à vous tous. Bien sûr, avant de commencer cet épisode, n'hésitez surtout pas, à vous abonner, liker, partager, enregistrer et à commenter le podcast. N'hésitez surtout pas à mettre un 5 étoiles si jamais votre plateforme d'écoute vous le permet. Et encore une fois, merci à toutes et à tous. Et on est parti. Aujourd'hui est un sujet qui est un peu particulier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce podcast-là est un sujet que j'avais déjà tourné de mon côté, mais je suis parti beaucoup trop loin. Sur ce sujet-là et en fait donc je me suis donc du coup j'ai dû retourner le podcast mais je me suis dit que j'allais le tourner avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un de l'équipe, avec Mathilde, donc du coup qui fait partie de l'équipe de coach de l'équipe Fitness Break, du coup qui est là pour m'aider par rapport au suivi et pour vous aider sur toutes vos problématiques de physiologie interne. Donc Mathilde et moi aujourd'hui on va vous faire un podcast spécial sur le fer et sur l'anémie. Avant de commencer, Mathilde, comment ça va? Comment tu vas? Salut Anto, écoute, ça va super bien, la forme comme toujours. Pas trop stressé, ça va, c'est le premier épisode tous les deux, ça va bien se passer. Avec le patron. Un petit peu, mais ça va le faire, ça va le faire. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ok, nickel. Alors du coup, on va vous parler donc du coup du fer, de l'anémie et on va tenter de rester le plus simple possible dans notre approche puisque le manque de fer et l'anémie est une problématique qui touche énormément de femmes. Aujourd'hui, on évalue à peu près que 10% de la population mondiale est touchée par des problèmes d'anémie. Et vous allez voir que le manque de fer, que la carence en fer et que l'anémie sont des causes qui sont beaucoup plus compliquées à travailler que ce qu'on pourrait penser parce que l'anémie et le manque de fer sont très souvent la conséquence de quelque chose qui est toujours amené par ça plus ça plus ça. Et n'oubliez pas que lorsque nous avons une problématique au sein de la physiologie, c'est toujours ça plus ça plus ça plus ça qui va plus ou moins nous entraîner et vous amener sur un terrain auquel vous êtes peut-être prédisposé ou alors accentuer quelque chose que vous avez déjà. Du coup, Mathilde, tu veux commencer par peut-être présenter ce qu'est le fer? Comme ça, tu ouvres le bal et ouais, allez, vas-y. Oui, carrément. On va attaquer du coup avec la présentation du fer pour expliquer un petit peu ce que c'est. Donc le fer est un minéral et en fait, il faut savoir que le fer est indispensable au fonctionnement du corps humain et il est même indispensable à sa survie. Donc le fer, il faut savoir qu'il est auto-recyclé dans le corps et que nous avons entre 4 et 5 grammes de fer dans notre organisme. Le fer est auto-recyclé, on élimine environ 1 mg de fer par jour et si notre alimentation est complète et équilibrée, l'apport en est largement complété et pour le coup, nous n'avons pas de carence. Malheureusement, comme tu disais, c'est pas toujours le cas et nous sommes même très souvent confrontés à des personnes qui ont une carence en fer et c'est même notamment les femmes, hein. Ouais, chez les femmes, c'est quasi systématique en fait. Après, donc pour le fer, il faut savoir qu'il existe 2 types de fer. Donc le fer héminique, donc qui regroupe en fait le fer venant de viande et des poissons, et le fer non héminique qui lui est issu des légumes et des légumineuses. Pour celui-ci, il faut savoir que la quantité d'assimilation du fer sera toujours bien inférieure malheureusement à celui de la viande, tout simplement parce que chaque fer a sa biodisponibilité. Exactement ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que déjà dans ce que Mathilde vient de vous dire, vous avez un premier élément de réponse, en fait, sur ce qui peut expliquer potentiellement, on dit bien encore une fois, ce qui peut expliquer potentiellement. Alors, on va faire un petit aparté. C'est ce que je disais avec Pascal dans un des podcasts que j'ai tourné avec lui. Encore une fois, on n'est pas là pour remettre en doute vos choix éthiques par rapport à votre alimentation. Chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, il y a vraiment aucun problème avec ça. Cependant, ce que vous devez comprendre, et ça, c'est pas nous qui l'inventons encore une fois, hein, c'est tout simplement les faits qui sont là et c'est la science qui nous le confirme également. C'est que certains types d'alimentation sont plus problématiques que d'autres, entre guillemets, par rapport à certains types de physiologie et que malheureusement, aujourd'hui, les gens ont un type d'alimentation plus par éthique, ce qui peut se comprendre, mais
plus par conviction que par compréhension. Donc par conviction parce que vous défendez la cause animale par exemple. Donc là bien sûr je veux parler des végétariens et de certaines formes, de certaines pratiques de végétariens jusqu'à un certain extrême qui sont les véganes et les végétaliens. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais vous devez comprendre qu'encore une fois, chaque alimentation, malheureusement, impose, enfin, peut être problématique par rapport à certains micronutriments et notamment le fer. Et du coup, l'alimentation végétarienne, surtout si vous ne consommez pas de viande rouge, c'est un peu complicado, honnêtement. Et si vous êtes végétalien, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, Mathilde parlait des deux formes de fer que l'on peut trouver plus ou moins dans l'alimentation. Le fer héminique qui provient principalement des formes animales et la forme non héminique qui provient principalement des formes végétales. Et c'est pour ça que si vous êtes végétalien, par exemple, alors déjà que de base, les femmes qui ont un régime omnivore, qui mangent des protéines animales, enfin, qui ont des sources animales de par leur alimentation, c'est déjà compliqué de remonter un taux de fer. Alors quand vous êtes végétalien, là, c'est encore autre chose, quoi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais carrément. Et justement, le fait est que c'est pas, enfin, le problème, c'est que justement, le fer est absorbé, est assimilé par l'intestin. Et en plus, le fer, donc, non héminique, qui est consommé, donc, via les légumineuses, les végétaux, etc., doit être transformé en fer héminique pour pouvoir passer et être absorbé. Donc, en fait, ça, en plus de ça, déjà que c'est très peu assimilable, ça réduit la qualité d'absorption parce qu'en plus, ça demande une énergie supplémentaire à l'organisme pour faire cette fameuse transformation de fer non héminique en fer héminique. Donc, en fait, ça demande beaucoup plus d'énergie à l'organisme pour, en plus de ça, seulement 10% d'absorption. Alors, comme tu disais, encore une fois, on n'est pas là pour juger, mais c'est quand même important de le savoir parce qu'en fait, avec un total d'apport protéine qui est égal, la quantité de fer assimilée, elle, ne le sera pas. Ouais, voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, c'est bien et encore une fois, on insiste, on n'est pas là pour remettre en cause vos choix éthiques. Ça, chacun fait ce qu'il veut et il y a vraiment aucun problème avec ça. Et défendre la cause animale est une cause qui est juste, qui est incroyable et ça se comprend aussi. Mais vous devez comprendre encore une fois que malheureusement, ce type d'alimentation peut avoir une certaine problématique au niveau de votre physiologie et notamment au niveau des taux de fer, etc. D'accord? Est-ce que tu veux vite fait parler de à quoi sert le fer avant qu'on attaque vite fait le principal de la problématique du manque de fer, etc. Le rôle du fer, Oui, etc. Peut-être. Ouais, vas-y, je te oui, laisse. carrément. Carrément. Bah, après, en plus, le fer sert quand même à pas mal de fonctions dans l'organisme. Alors, déjà, en fait, le fer, il faut savoir que c'est un précurseur de nombreuses fonctions. Donc, déjà, c'est un précurseur de neurotransmetteurs. Et justement, pour les produire, il faut des acides aminés qui viennent de protéines et certains neurotransmetteurs comme la sérotonine. Donc, je parle de sérotonine parce que tout le monde connaît cette fameuse hormone du bonheur. Donc, ça parlera à beaucoup. En fait, elle est produite à hauteur de 80 à 90% dans l'intestin et le reste seulement est synthétisé par le cerveau. Donc, en fait, du coup, là, on fait le lien justement avec l'assimilation du fer. Et du coup, par rapport à ces fameux neurotransmetteurs, dont du coup cette fameuse sérotonine, c'est hyper important d'avoir un apport suffisant quotidien en vitamines et minéraux, donc le fer. Et du coup, par exemple, on peut faire un lien en se disant, ok, si j'ai pas une bonne consommation de fer, ça pourra avoir un impact direct finalement sur mon bien-être général sur le moyen long terme, le temps entre guillemets d'avoir une carence si on n'en consomme pas. Ouais, tout à fait. Et après, le fer a aussi d'autres fonctions. En fait, le problème, c'est que le fer est tellement demandé par la physiologie de manière générale pour sa production d'énergie au niveau des mitochondries, pour les neurotransmetteurs, les catécholamines, comme tu viens de le dire, pour les systèmes, pour son côté antioxydant aussi, pour les défenses immunitaires, pour la synthèse de l'ADN, pour la chaîne respiratoire, pour la production du coup du sang, l'hémoglobine, etc., etc. Le fer est tellement demandé dans la physiologie que en fait, il est tout à fait normal et facile de comprendre que du coup, même lorsqu'on a une situation qui est vraiment optimisée de par l'alimentation, de par la supplémentation, c'est quand même compliqué malgré tout d'avoir un bon taux de fer parce que il est tellement demandé au sein de la physiologie. Alors il y a d'autres minéraux qui sont connus aussi par rapport à ça, le fameux magnésium, El Famoso, lui on le présente plus parce que c'est vraiment un must-have à avoir dans tous les stacks de supplémentation. Mais c'est vrai que le magnésium, lui aussi, les passages, il est tellement demandé au sein de la physiologie que c'est extrêmement compliqué honnêtement d'avoir des bons taux. Au passage, avant qu'on continue, quels seraient selon toi là comme ça là vite fait les stacks de base qu'on devrait mettre en place par exemple pour tout ce qui est supplémentation? Qu'est-ce que si on devait faire pour toi de ton point de vue un top 5 des suppléments à avoir en tant que stack de base, tu vois? Qu'est-ce que tu mettrais par exemple?
Alors du coup, déjà, moi, je vais te répondre pour les femmes, même si pour les hommes, c'est pas forcément bien différent, mais là-dessus, chaque coach a son avis en tant que coach d'homme, on va dire. Mhm. Mais pour les femmes, déjà, forcément, je mettrai le fer. Parce que tu vois, comme tu le disais, c'est hyper important pour diverses fonctions physiologiques. C'est bon, on l'a pas précisé, mais c'est aussi hyper important pour la fonction thyroïdienne. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de femmes aussi qui ont une fonction thyroïdienne qui tourne pas spécialement très bien, qui est même un petit peu ralentie pour plusieurs raisons. Donc, je mettrai le fer. Le magnésium, bien sûr. Surtout que le magnésium, il est vraiment pompé pour diverses fonctions, comme tu l'as évoqué, la thyroïde, mais aussi en fait le stress pompe énormément de magnésium dans l'organisme. J'aurais mis la vitamine D3 également, le collagène, Ok. et, euh, et après, pour les femmes, je mettrais quand même le zinc. Je mettrais quand même le Ok. zinc, mais pour une question hormonale. D'accord. Donc du coup, magnésium, vitamine D, fer, collagène et le zinc pour toi. 5. Ouais, c'est Donc ça. ça c'est pour les femmes. Et du coup pour les mecs, qu'est-ce que tu mettrais du coup? Franchement, pour les hommes, je mettrais pas de fer, puisque du coup, en fait, pour avoir une carence en fer, il faut avoir une perte de sang. Donc, les hommes ne sont pas ne sont pas concernés par les pertes de sang menstruelles. Normalement. Ils Normalement. peuvent, ils peuvent On en sait avoir jamais. d'autres, mais on va dire que mensuellement, ils n'ont pas cette problématique-là. Donc, j'aurais pas mis le fer. Et d'autant plus, de par leur consommation et leur attrait naturel, les hommes ont tendance quand même à consommer naturellement plus de protéines que les femmes, et ont un attrait aussi quand même plus sur la viande, tu vois, sur la viande rouge. Mhm. Donc, en fait, c'est divers facteurs qui font que les hommes ont quand même moins de carence en fer que les femmes. Donc, j'aurais pas mis le fer. Le magnésium, bien sûr. La vitamine D3 aussi. Le collagène aussi. J'allais dire surtout pour ceux qui Mhm. s'entraînent. Maintenant, chez les hommes, franchement, j'en ai trois, mais je pourrais pas t'en sortir cinq parce que je saurais pas lesquels prioriser, tu vois. Ouais, de toute façon, en tous les cas, n'oubliez pas qu'encore une fois, c'est toujours votre contexte de physiologie. C'est pour ça qu'en fait, au final, mettre un stack de base, c'est assez compliqué puisque c'est toujours votre cas de santé et votre contexte de physiologie qui va toujours, encore une fois, indiquer la direction de ce que vous pouvez C'est prendre, ça. de ce que vous pouvez ne pas prendre. Moi, pour les femmes, je te rejoins. Moi, honnêtement, magnésium numéro un, lui, c'est le must-have des Ouais. must-have. La vitamine D parce qu'elle agit en synergie avec le magnésium et inversement. En numéro 3, le fer. Voilà, donc, Ouais. alors, oubliez pas de toujours, encore une fois, on vous invite à le faire, même si c'est de moins en moins évident et de plus en plus cher. À vous de, avant de vous supplémenter, hein, et si jamais vous en avez la possibilité et que votre praticien de santé éventuellement est ouvert à ça, n'hésitez surtout pas à aller checker les micronutriments avant de vous supplémenter, bien sûr. C'est de plus en plus compliqué à avoir, mais tellement indispensable et tellement important parce que ça peut vous éviter déjà de gaspiller de l'argent pour rien en prenant des suppléments dont vous n'avez pas besoin ou vous avez des taux tout à fait normaux. Et ça peut vous éviter également ça peut vous permettre également de gagner du temps parce qu'au moins vous pouvez directement cibler la supplémentation qui peut vous convenir par rapport, si vous voulez tout simplement rester en santé, hein, ou si vous voulez accentuer le travail que vous faites par rapport à certains points physiologiques, par exemple. Donc, magnésium, vitamine D. En 3, le fer. En 4, moi, je mettrais la B9 et la B12 parce qu'on se rend compte que la B9 et la B12, c'est tellement important au sein de la Ouais. physiologie. Je ferai attention avec un complexe de vitamine B parce que les gens, de manière générale, de moi, ce que je peux constater sur les analyses quand j'arrive à en avoir et de ce que l'on peut lire dans la littérature et sur les micronutriments, etc., les gens ont tendance à avoir un peu trop de B6 parce que l'alimentation que nous consommons aujourd'hui dans notre société est naturellement riche en B6. Donc, je ferai attention avec un complexe de vitamine B. Donc, B9, B12 éventuellement et de l'iode aussi. Je me rends compte, plus je vois des analyses urinaires, la iodurie sur les 24 heures, et plus je me rends compte que l'iode tend à manquer. Et de mémoire, je crois que l'OMS a statué il y a pas longtemps que l'iode faisait presque partie du top 5 des carences au niveau mondial. Donc voilà. Donc pour moi, magnésium, vitamine D, fer, B9, B12, un complexe. En général, les deux vont ensemble, hein. Et par exemple, la B9 et la B12 sont extrêmement importantes parce que les deux agissent en synergie, notamment au niveau de la méthylation. Si vous avez un manque de B9, malheureusement, par exemple, vous pouvez avoir ça va être assez compliqué pour le corps de pouvoir utiliser la B12 pour faire la méthylation, etc., etc. Et l'iode en numéro 5. Pour les mecs, je pense que je prendrais la même chose. J'enlève le fer et je le switch par le zinc. Comme ça, au moins, c'est à peu près kiff-kiff et on est plus ou moins sur les mêmes choses. Mais grosso modo, encore une fois, n'oubliez pas, on insiste, hein, que c'est toujours votre cas de santé et votre contexte de physiologie qui vont toujours, encore une fois, euh, dicter la direction que vous allez prendre pour votre supplémentation. Ok. Donc voilà pour les stacks. Et du coup, c'est vrai que là, donc du coup, on est en train de parler de qu'est-ce qu'était le fer, à quoi ça sert, etc. Mais c'est vrai qu'il y a très souvent une problématique qui revient lorsqu'on parle du manque de fer.
c'est l'anémie. D'accord? Alors, petit aparté par rapport à ça, c'est très souvent lié. Le manque de fer peut très souvent amener de l'anémie, mais c'est pas forcément non plus à chaque fois le cas. C'est très souvent présent, mais pas non plus forcément à chaque fois. C'est pas parce que vous avez un manque de fer que vous allez forcément avoir ce qu'on appelle une anémie ferriprive, que vous avez une anémie qui est amenée principalement par un manque de fer. L'anémie, encore une fois, est une équation à elle seule, parce qu'il y a différents types d'anémie, c'est ce qu'on va voir juste après. L'anémie est une équation à elle seule qui peut regrouper différentes choses, et c'est pour ça que ce n'est pas parce que vous avez un manque de fer que vous allez forcément avoir une anémie derrière. C'est très souvent lié, mais pas forcément à chaque fois. Tu veux enchaîner sur ce qu'est l'anémie, peut-être, ouais? Ouais, je peux enchaîner sur l'anémie, Allez, vas-y. ce que c'est avec quelques symptômes pour Ouais, soit plus parlant en fait aux personnes. vas-y, carrément. Donc l'anémie, en fait, c'est la résultante donc d'une carence en fer. Et en fait, l'anémie, c'est lorsque les globules rouges, le nombre de globules rouges est beaucoup plus faible que ce qu'il devrait être. Donc du coup, là, à ce moment-là, on parle d'anémie. Bien sûr, il faut le voir sur une prise de sang, mais il y a quelques symptômes donc qui peuvent mettre la puce à l'oreille sur une potentielle anémie. Donc il y a évidemment la pâleur du visage, puisque on parle de quantité de globules rouges. Donc pâleur du visage, œil vitreux, ongles blancs, fatigue constante. Les symptômes les plus récurrents, c'est souvent la pâleur, la fatigue constante, les maux de tête aussi. Donc ça peut venir d'autres choses, mais les maux de tête, la sensibilité à l'effort, c'est-à-dire quand même plus de fatigue, plus de faiblesse musculaire, un petit manque de libido, manque de récup. En fait, tous ces symptômes-là peuvent être tout simplement la résultante donc d'une anémie. C'est vrai que, tu sais, là, on parle, c'est ouf parce que à chaque fois qu'on parle d'une problématique de santé de manière générale, je sais pas si t'as remarqué, le premier symptôme qui revient tout le temps, c'est la fatigue. C'est ouf, hein. C'est Tout le ouf, hein. temps. Tout Et le c'est temps. pour ça que, ouais, quand on parle de fatigue, je sais pas si t'en es rendu compte, mais je trouve qu'en fait, la fatigue, c'est quelque chose qui est hyper, autant c'est le symptôme le plus commun que l'on retrouve à chaque fois chez tout le monde, autant c'est probablement la cause la plus, je vais pas dire la plus compliquée à traiter, mais la plus compliquée à comprendre, parce qu'en fait, dès qu'il y a un problème, la fatigue, elle est toujours présente. Et en fait, c'est ce que Ouais. je dis à tout le monde, c'est il y a toujours une problématique, il y a toujours une difficulté de compréhension sur ce qu'est la fatigue, parce qu'il y a toujours une différence entre la fatigue perçue, qui est une fatigue qui est un peu subjective sur la façon dont la personne va la ressentir. Et on sait qu'on est tous différents par rapport à ça. Et sur la fatigue dite réelle, la fatigue dans laquelle l'organisme, lui, est réellement, que l'on peut voir au travers d'analyses sanguines, de marqueurs métaboliques, d'analyses urinaires, d'examens médicaux, etc. Est-ce que toi, tu fais le même constat en suivi, par exemple, au niveau des niveaux de fatigue, etc., ou pas du tout? Ou de comment les gens Oui. interprètent et expliquent la fatigue, par exemple? Mais c'est vrai que alors quand j'ai des clientes qui sont suivies avec moi quand même depuis quelques semaines, elles arrivent mieux en fait tout simplement avec nous à leur côté à percevoir justement quelle est une réelle fatigue, à quoi ça peut être dû, si c'est un manque de récup, de sommeil ou etc. Mais c'est vrai que la fatigue, c'est quelque chose qui ressort tout le temps. Alors déjà, je n'ai pas un seul questionnaire où la cliente ne me dit pas qu'elle est fatiguée. Ah, c'est pareil. Là, c'est ouf, Il hein. n'y en a pas un C'est seul. ouf, hein. Il n'y en a pas un seul. Alors évidemment, quand on regarde un petit peu, il y a toujours l'environnement, l'hygiène de vie, etc. Mais en fait, sur le long terme, ok, on rééquilibre l'environnement, il y a toujours la fatigue. Ok, bon alors voilà, les femmes, est-ce que tu es en période de cycle menstruel? Est-ce que tu es en période d'ovulation? Ok, alors ça peut être pris en compte. Mais le truc, c'est que voilà, il y a l'entraînement, il y a une potentielle carence, il y a l'hygiène de vie. Et en fait, le truc, c'est que tout va venir créer de la fatigue. Et le truc, c'est que du coup, c'est hyper dur après justement de faire comprendre, ok, d'où vient cette fatigue? Ok, est-ce que tu as ta routine sommeil? Est-ce que tu t'es entraîné? En période de règles, c'est souvent pire parce que du coup, il y a un petit peu plus de fatigue qui est générée justement par les menstruations. Donc là, évidemment, admettons, si c'est une nana qui s'entraîne, l'entraînement est encore plus fatigant. Donc c'est vrai que la fatigue, vraiment, ça ressort tout le temps. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est important de bien interpréter la fatigue, parce que autant la fatigue, en effet, est quelque chose qui peut être particulier et qui peut être assez significatif par rapport à certaines problématiques, autant la fatigue est quelque chose qui, des fois, si vous êtes fatigué, c'est pas forcément très grave. Un exemple très simple. Si la veille vous avez mal dormi, bon, c'est un peu normal que le lendemain vous soyez peut-être un peu fatigué. Si vous avez fait une grosse séance, bon, c'est un peu normal que vous soyez fatigué. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la fatigue est entre guillemets isolée, si elle est épisodique, si ça arrive de temps en temps, c'est pas forcément très grave non plus, parce que comme tu l'as dit, ouais, ça peut être amené par des menstruations. On a un gros stress, par exemple, pendant plusieurs jours, ça peut se comprendre qu'on soit un peu fatigué parce qu'on dort un peu moins bien, parce qu'on est constamment pensif, on tombe dans le lit, et on sait à quel point le stress est demandant pour l'organisme, et c'est littéralement épuisant. Donc ça peut se comprendre, par exemple, qu'on soit un peu fatigué. Maintenant, c'est vrai que si cette fatigue
devient chronique, devient nuisible et commence vraiment à empiéter sur votre vie de tous les jours au point que vous commencez à avoir votre rythme de vie qui est impacté par ça, là, en effet, il faut se poser des questions. Et là, en effet, la fatigue doit être traitée. Et encore une fois, la fatigue il y a un podcast qui est sorti aussi, encore une fois, par rapport à ça. Donc, je vous invite à aller le voir, enfin, à aller l'écouter, pardon. Et c'est pour ça que c'est important de bien interpréter la fatigue parce qu'elle peut vraiment être juste complètement innocente et être elle est juste passagère. Autant si elle devient prononcée, si elle devient chronique, là, c'est un peu plus problématique, quoi. Donc, Je pense que tu as fait le même constat. Souvent, la fatigue que je remarque sur beaucoup de clientes, sauf dans les cas où la fatigue est persistante pour des pathologies, c'est une problématique en fait de mauvaise hygiène de vie, mais qui est quand même présente depuis des années auparavant. Alors forcément, maintenant, ça a généré une certaine fatigue au niveau de la physiologie, puisque ça va avoir créé des carences, etc. Maintenant, en rééquilibrant l'environnement et l'hygiène de vie, j'ai remarqué que franchement, j'ai 80% des nanas qui ont beaucoup, beaucoup moins de fatigue en fait, parce que on ne prend pas suffisamment conscience à quel point l'hygiène de vie, l'alimentation, la qualité de l'alimentation et notamment, on vient dessus, mais une alimentation qui est riche en fer, parce que l'anémie, ça fatigue énormément, à quel point c'est important pour être en forme en fait, tout simplement. non, mais c'est ça. Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fatigue, en fait, c'est quelque chose. En fait, je pense que peut-être que tu l'as remarqué, quand les gens disent qu'ils sont fatigués, tu sais, ils arrivent pas trop à comprendre un peu d'où ça vient, le pourquoi du comment. Ouais. Mais en fait, la fatigue, c'est un peu comme l'effet boule de neige. En fait, c'est ce petit ça, plus ce petit ça, plus ce petit ça, multiplié par le nombre de jours, de semaines, de mois et d'années pour certains, malheureusement, qui ont fait qu'en fait, quand ils ont franchi un peu le point de non-retour, qu'ils en peuvent plus, ils disent putain, je suis fatigué, j'en peux plus, je suis épuisé, je comprends pas d'où ça vient. Et c'est pour ça que très souvent, lorsqu'on leur demande en suivi, et bon, ben, quand est-ce que cette fatigue a démarré, ils arrivent pas vraiment à faire le lien. Alors qu'en fait, cette fatigue, elle a déjà commencé à s'installer il y a plusieurs mois pour certains, voire des années pour certains. Où vraiment, c'est des cas beaucoup plus poussés jusqu'à aller dans des cas de fatigue chronique, voire burn-out pour certains. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, ça met du temps à s'installer. Et c'est pour ça que quand vous parlez de fatigue, essayez de toujours voir large, essayez de toujours penser, le long terme, parce que c'est très souvent, c'est encore une fois, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui fait que, un exemple très concret, là qui me vient de suite. Bon, on est sorti, il y a quelques années, de notre ami, comment on va l'appeler, le Vitco. Voilà, le Vitco, hein. Voilà, on va faire du verlan, le Vitco. Bon, moi, je sais pas si toi tu l'avais remarqué, Mathilde, mais avant le Vitco, déjà les gens étaient fatigués. Déjà de base. Après, ça peut se comprendre parce que on est dans une société qui est toujours plus demandante physiquement, psychologiquement et donc forcément physiologiquement, de par le fait qu'on nous demande toujours plus en termes de travail, de par le fait que malheureusement le coût de la vie augmente. Donc ça met des fois des personnes dans des cas très particuliers au niveau financier. Donc forcément, certes, de plus en plus de personnes se demandent comment vont finir le mois. Indirectement, ça ajoute du stress. Puis après, pour ceux qui ont des familles, il y a la vie de famille à assurer, il y a les dépenses pour les enfants, Oui. enfin voilà. En gros, c'est après, on peut avoir des problèmes financiers. Puis après, admettons qu'au niveau du taf, ça se passe pas bien, donc on commence à avoir des retours sur le fait qu'il y aura peut-être un licenciement. Enfin voilà. Bref, voilà, c'est ça plus ça qui fait que. Et donc du coup, avant le Vitco entre guillemets, déjà, je trouvais que les gens étaient vraiment fatigués, mais depuis que c'est passé, depuis que c'est terminé, mais vraiment, et sur ça je te rejoins, j'ai jamais vu, j'ai pas un questionnaire, j'ai pas un dossier où la personne me dit qu'elle est pas fatiguée, épuisée. Elle me dit qu'elle est pas littéralement perdue, que c'est que la vie est, enfin que ouais, c'est compliqué quoi. Mais le pire, c'est qu'en plus, quand tu vois que quelqu'un est fatigué, la première chose que tu vas faire par réflexe, c'est de checker la qualité de sommeil. Sauf qu'en plus, des fois, quand tu vois le questionnaire, tu vois, non, la personne dort bien et il y a 7-8 heures de sommeil. Sauf que techniquement, quand tu vois 7-8 heures de sommeil, tu te dis, OK, non, en fait, la personne ne manque pas de sommeil sur le papier en plus. Sauf que la fatigue ne se récupère pas. Par exemple, je sais pas, enfin, comme tu disais, ça se fait sur le long terme, mais tu fais une soirée et tu dors pas de la nuit, c'est pas parce que le lendemain tu vas dormir jusqu'à 15 heures que tu vas avoir rattrapé ton sommeil. La fatigue, elle est présente et la fatigue ne se rattrape pas avec du sommeil, en faisant la sieste, etc. Alors oui, ça permet de reposer, mais le truc c'est que la fatigue ne se récupère pas en fait juste avec un petit peu plus de sommeil. Et en plus, on le voit sur des clientes et des clients du coup pour le coup, qui ont justement une fatigue qui est bien installée alors qu'ils ont un sommeil de 7-8 heures. Bien Donc sûr. là, en plus, tu te dis, OK, bon, bah alors le sommeil, il est déjà pas trop mal. Bon, ça peut toujours être optimisé, mais le sommeil est pas trop mal. Donc, OK, bah on va aller chercher ailleurs, quoi.
Bien sûr. Et encore une fois, la fatigue, très souvent, en plus, tu as raison, c'est le premier truc sur lequel, quand les gens disent qu'ils sont fatigués, le premier truc qu'ils disent, ah, mais si, mais je dors bien. Oui, mais là, pareil, Oui. c'est pas parce que vous avez un bon sommeil, parce que si vous rêvez si vous vous réveillez, par exemple, plusieurs fois pendant la nuit, si vous avez un sommeil qui est très léger, vous n'avez pas forcément un sommeil qui est quali, déjà, juste pour vous permettre, enfin, pour permettre à la récupération, etc., c'est déjà un peu compliqué. Plus multiplié à d'autres facteurs qui font que, et c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, multiplié par le nombre de jours, de semaines et de mois et d'années pour certains, qui fait que vous franchissez le point de non-retour et qui fait qu'après vous êtes complètement fatigué, etc., etc. Et moi, je me rends compte que la fatigue est vraiment probablement, je pense, l'une des problématiques les plus compliquées à régler en suivi, parce que c'est tellement ambigu, c'est tellement sensible, entre guillemets, que dès que la personne replonge un temps soit peu, parce il y a parce que la vie, encore une fois, tu sais, c'est un peu des hauts et des bas. Malheureusement, c'est les montagnes russes, hein. Donc forcément, dès que la personne va se retrouver être dans un environnement pendant quelques semaines parce que le hasard a fait les choses, ben bam, ça replonge et la personne elle est refatiguée pendant je sais pas combien de temps. Et Ouais. voilà. Enfin bref, voilà. On dérive sur on, la fatigue. voilà, on va pas s'étaler dessus parce que ça, on pourrait faire un podcast juste sur la fatigue, même si on a déjà un qui a été fait. Donc bref, on revient du coup sur les symptômes. Donc du coup, est-ce que tu peux juste les reciter et après on Donc, enchaîne dessus? alors, je recite les symptômes. Donc, pâleur du visage, fatigue constante, maux de tête, sensibilité à l'effort, faiblesse musculaire, manque de libido, manque de récup. Et après, ça peut aller jusqu'à œil vitreux, ongles blancs, etc. Ok, très bien. Donc ça, Voilà. voilà. Alors, encore une fois, alors, ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que ça, c'est les symptômes, encore une fois, de l'anémie. Mais ça peut être aussi également les signes d'un manque de fer aussi également au passage. Donc c'est pour ça que c'est aussi assez particulier à voir. Et n'oubliez pas que seul un bilan martial, ce qu'on appelle un bilan martial, pourra plus ou moins évaluer de votre, enfin, de voir si ou non vous avez entre guillemets une anémie. Et ça, vous devez absolument voir ça avec votre praticien de santé. On va légèrement parler du bilan martial, hein, je pense un peu durant le podcast. Mais voilà, c'est votre praticien de santé qui doit encore une fois juger si c'est bon, enfin, s'il estime que vous en avez le besoin pour voir les différents marqueurs, à savoir la ferritine, la transférine, le coefficient de saturation, le NFS, hein, avec tout ce qui est hémolyse, hémoglobine, le VGM, etc., etc. Mais ça, encore une fois, c'est votre praticien de santé qui déterminera si oui ou non vous en avez besoin. Donc, ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que la production des globules rouges a lieu principalement dans la moelle osseuse sous le contrôle d'une hormone. Pour ceux qui connaissent un peu le cyclisme et les compétitions, on va parler d'une hormone qui s'appelle le PO, L-famoso, l'érythropoïétine. Et c'est principalement pour ça indirectement que ces sportifs-là, comme dans d'autres sports également, vont prendre cette hormone-là parce qu'encore une fois, ça permet d'augmenter la production de globules rouges. Les cellules rénales, hein, qui vont produire donc du coup cette érythropoïétine en réaction à la diminution de l'apport en oxygène. Et c'est un truc qu'il est très intéressant de voir au passage. Si un jour vous faites un bilan sanguin et que vous voyez que vous avez des taux de globules rouges qui sont très importants et que vous habitez en altitude, ça veut pas forcément très grave non plus, parce que n'oubliez pas que votre physiologie, votre méta va toujours s'adapter en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Ce qui veut dire que si vous êtes en altitude, vous avez besoin de beaucoup plus d'oxygène, votre corps produit beaucoup plus de globules rouges, et sur votre bilan sanguin, par exemple, vous pouvez avoir un taux de globules rouges qui explose le plafond. C'est pas pour autant que c'est très grave, c'est simplement une adaptation qui peut être faite parce que votre physiologie parce que votre corps en a besoin, donc forcément votre physiologie va répondre à ça. Au passage aussi, si vous êtes quelqu'un qui ne buvait pas forcément beaucoup, il peut être courant, et notamment chez les body par exemple, d'avoir des taux de globules rouges qui sont assez importants. Donc c'est pour ça que pensez à bien boire lorsque vous allez faire une analyse sanguine. Pensez à bien boire, c'est hyper important pour vraiment mettre l'organisme dans l'environnement le plus neutre possible. D'accord? Donc je reviens. Les cellules rénales du coup vont produire donc du coup de l'érythropoïétine en réaction à la diminution de l'apport en oxygène, comme dans le cadre d'une anémie ou d'une hypoxie, ou à l'augmentation des taux d'androgène. Et ça, les body ils connaissent, hein, lorsque vous prenez encore une fois des hormones exogènes, quand vous faites une cure, etc., etc. C'est pour ça que très souvent, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une polyglobulie, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup trop de globules rouges en comparaison de ce que vous devriez avoir normalement sur le plan physiologique. Hormis l'érythropoïétine, la production de globules rouges va nécessiter beaucoup de micronutriments. Tu veux aller là-dessus peut-être pour Oui, on peut. On Ouais, peut. vas-y, Bah, vas-y. justement, en fait, on en a parlé indirectement tout à l'heure quand on parlait d'un stack essentiel de compléments, puisqu'en fait, pour le coup, tu parlais de B9, de B12, on a le cuivre, le rétinol, la vitamine C. Tu as aussi le zinc, le magnésium, mais en fait, dans tous les cas, ça va venir aussi impacter la production de globules rouges, pardon. Ces compléments ne sont pas juste intéressants pour avoir des bons taux, on va dire, pour être en forme de manière classique. C'est juste qu'en fait, ils sont aussi précurseurs de diverses fonctions physiologiques. Et en fait, une carence en ces fameux micronutriments, ces fameuses vitamines, etc., en fait, ça peut créer même une anémie, tout simplement, une anémie et une production de globules rouges qui est insuffisante, comme tu le disais.
Ouais, exactement. Et donc, du coup, la production de globules rouges, comme tu l'as dit, en fait, elle dépend pas forcément que du niveau d'érythropoïétine, mais aussi de votre statut en micronutriments, dont le fer, la vitamine A, le rétinol. C'est rétinol. Ah, oubliez pas. Alors, on en a parlé avec Pascal dans le podcast sur la vision. Il y a deux formes de vitamine A. Il y a les caroténoïdes et les dérivés, et les rétinols et ses dérivés. Vous avez besoin de rétinol pour justement faire en sorte d'avoir un bon taux, un bon taux de globules rouges, quoi. Donc, le fer, la vitamine B12 et la vitamine B9. Mais il y a aussi l'hème, en fait, HEME. La production des globules rouges, en fait, a lieu dans la moelle osseuse, sous le contrôle, encore une fois, de l'érythropoïétine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hème, HEME, c'est un pigment, une sorte de cofacteur qui va contenir du fer. Et c'est un cofacteur qui est essentiel dans la création de ce qu'on appelle les hémoprotéines. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les cellules du corps vont avoir de l'hème et que juste la synthétisation de l'hème, elle est extrêmement demandante en termes physiologiques parce que, par exemple, en fait, elle est dépendante de 8 enzymes. Donc, c'est tout simplement énorme. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la plus grande partie de l'hème est non seulement synthétisée dans la moelle osseuse, mais également dans le foie. Donc, si de base aussi vous avez une problématique au niveau du foie par une cirrhose, par exemple, ou une hépatite ou autre, ça peut également entraîner une certaine problématique au niveau de fer. Au niveau des taux de fer, par exemple, mais également au niveau sanguin, ce qui peut aussi, sur le long terme, amener l'anémie. D'accord? Donc, ouais, tu voulais ajouter un truc? Oui. Vas-y, je, vas-y, enfin, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais aussi, tu vois, enfin, bon, ça c'était juste pour la production des globules rouges, mais tu vois, pour rebondir aussi, par rapport à la qualité des globules rouges, on parle souvent de la supplémentation en oméga 3. Alors, bien sûr, on n'est pas forcément obligé de se supplémenter si on consomme suffisamment d'acides gras, et de divers acides gras dans l'alimentation. Maintenant, les oméga 3 sont aussi hyper importants pour la qualité des globules rouges en eux-mêmes, puisqu'en fait, les globules rouges, les acides gras, donc les oméga 3, leur permettent d'avoir une paroi qui est souple, on va dire, puisqu'en fait, les globules rouges, pour pouvoir être assimilés, donc acheminés, pardon, jusqu'au muscle, ils vont devoir passer à travers à travers des capillaires. Sauf qu'en fait, il faut qu'ils soient déformables pour pouvoir justement Mm. passer à travers ces capillaires. Donc, s'ils sont rigides, ça va être très compliqué. Donc, ils ne vont pas passer. Ils vont potentiellement être détruits aussi. Donc, en fait, c'est pas forcément très intéressant pour le coup. Donc, la qualité des globules rouges est aussi importante. Donc, c'est pour ça qu'aussi que la supplémentation en oméga 3 est hyper importante pour avoir des globules rouges de bonne qualité et ça leur permet aussi d'être plus résistants. Donc c'est bien d'en avoir en quantité, mais c'est bien aussi d'en avoir de qualité, comme on dit toujours. Ouais, exactement. Et dites-vous bien aussi que la qualité des globules rouges la qualité, pardon, des globules rouges que vous allez avoir dépend aussi de la quantité d'érythropoïétine. Donc, je pense qu'on parlera de ça un tout petit peu après. Donc du coup, si vous avez compris exactement ce qu'est l'anémie, comme a dit Mathilde, encore une fois, l'anémie est tout simplement le résultat final que vous allez avoir sur la quantité de globules rouges que vous allez avoir à disposition. Donc en fait, l'anémie peut être plus ou moins influencée par différents mécanismes. La première, c'est que vous avez tout simplement une diminution du nombre de globules rouges qui peut être amenée du coup par une perte de sang. Et c'est pour ça, encore une fois, que mesdames, vous êtes assez beaucoup plus touchés par ça que les hommes, puisque techniquement, jusqu'à preuve du contraire, les hommes n'ont pas de perte menstruelle. Pour le moment, en tout cas, peut-être que ça changera à l'avenir. Ça, c'est un autre débat. Mais bon, euh, donc du coup, vu que les femmes perdent techniquement, alors on n'oublie pas qu'un cycle dure à peu près entre 28 à 32 jours en moyenne. Donc il est facile de comprendre que vu que les femmes perdent du sang régulièrement, et forcément, ça peut être un peu plus compliqué. Et mais il y a des femmes aussi qui malheureusement ont leur cycle plusieurs fois, ont des cycles qui sont vraiment raccourcis, ce qui à long terme, c'est encore plus compliqué de remonter le stock de fer, quoi. Si vous avez également donc du coup des carences en micronutriments également, ça peut diminuer le nombre de globules rouges que vous allez avoir à disposition. Mais si également, donc ça c'était le premier mécanisme. Deuxième mécanisme, c'est que si vous avez une érythropoïèse insuffisante, qui va entraîner une diminution de la production de globules rouges à la fin, encore une fois, de la journée, le bilan globules rouges que vous allez avoir va être déficitaire puisque vu que le corps produit moins, forcément directement ça risque pour vous d'être un peu compliqué. Et la troisième chose, c'est que le corps a une destruction assez exagérée, encore une fois, des globules rouges. C'est ce qu'on appelle de l'hyperhémolyse. Là, c'est des cas très particuliers puisque ça peut être dû à des anomalies entre guillemets intrinsèques des globules rouges ou à des facteurs extrinsèques ou à la présence d'anticorps. Mais c'est des cas très particuliers où certaines maladies auto-immunes des fois peuvent amener ça. Des splénomégalies, c'est des problématiques au niveau de la rate, etc. Bref, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe que ça. Donc nous, on va tenter de rester simple, d'accord, dans notre approche. Juste là, on va attaquer une part sur le fait de comment tenter d'optimiser votre environnement nutritionnel pour faire en sorte de maximiser vos chances de remonter un taux de fer et du coup de potentiellement travailler sur une anémie qui est amenée par un manque de fer, par exemple. D'accord? Tu veux commencer par quoi quel est le premier conseil que tu donnerais du coup à quelqu'un pour travailler sur un taux de fer, par exemple?
Alors déjà, si c'est possible pour la personne en question, donc dépendant de ses préférences alimentaires et de ses convictions, on va dire, la meilleure chose à faire, en fait, la meilleure supplémentation, ça reste la viande rouge. Puisqu'on on peut résoudre beaucoup de problématiques avec l'hygiène de vie et l'alimentation. Donc, pour moi, la meilleure supplémentation naturelle, ça restera la viande rouge. Le mieux, donc, c'est de manger quand même de la viande rouge, au pire, un soir sur deux, tu vois. Des abats aussi qui sont assez riches en fer. Donc, les abats, une fois tous les 15 jours. Donc, abats, donc foie, rate. Mhm. Le must, c'est le boudin rouge. Là-dessus, on peut pas faire, on peut pas faire plus riche. Aussi, outre la viande rouge, avoir comme je te parlais tout à l'heure, un apport en oméga 3 qui est quand même complet. Donc, la viande rouge, oui, mais aussi du saumon, par exemple, qui est un poisson gras, pour l'apport en oméga 3, qui va permettre justement d'avoir des globules rouges de qualité. Et le mieux, c'est aussi d'avoir une alimentation qui est quand même complète. On ne bannit pas pour autant, pardon, l'alimentation végétale et l'alimentation via les légumineuses. Le mieux, c'est d'avoir un profil complet. Donc, la consommation des légumineuses, ça reste très intéressant. Les légumes aussi. Le mieux, en fait, c'est vraiment d'avoir un profil complet sur l'alimentation. Comme ça, au passage, on a aussi un profil complet en termes de micronutriments qui vont faciliter l'absorption et la fixation du fer, par exemple. Tu vois. Ouais, Donc, exactement, ouais. Vas-y, donc tu voulais. voilà. Ça, c'est juste en termes d'alimentation. Après, il y a la partie supplémentation. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à l'alimentation. Ouais, non, l'alimentation, de toute façon, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est qu'il faut être vraiment le plus diversifié, le plus varié et le plus complet possible dans l'alimentation. N'oublie pas que la nature fait bien les choses, la vie est bien faite, et que vous devez de diversifier, varier autant que possible l'alimentation pour être sûr de combler tous les besoins de l'organisme. Et à partir de ce moment-là, vous soulagez et vous prévenez, parce que encore une fois, n'oubliez pas que l'alimentation est une médecine qui est préventive, elle ne guérit pas, elle est préventive. Et juste par la prévention, déjà, vous pouvez facilement limiter les problématiques que vous avez, ou du moins retarder l'apparition, ou du moins vraiment limiter les problématiques auxquelles vous êtes plus ou moins sujet, et notamment pour le manque de fer et potentiellement sur tout ce qui est anémie, etc., etc., etc. N'oubliez pas que c'est votre cas de physiologie qui va aussi également plus ou moins définir votre le fait que vous ayez entre guillemets plus ou moins certains micronutriments en quantité ou non. On va prendre par exemple l'exemple de la vitamine B12, ou quand vous avez un manque de B9 et un manque de B12, ça peut amener un certain type d'anémie. C'est ce qu'on appelle de l'anémie mégaloblastique. C'est très particulier comme l'anémie, mais ça peut aussi c'est moins courant que l'anémie ferriprive, parce que l'anémie ferriprive est vraiment l'anémie numéro 1 que l'on peut constater. Mais par exemple, un manque de B12 peut être amené par énormément de choses. Un régime végétalien, par exemple. Sans ça, on le présente plus. De par le fait également que le corps a besoin de beaucoup plus de B12, de par l'allaitement, par exemple, de par la grossesse, de par le fait que la personne n'a pas une alimentation, donc forcément un apport en vitamine B12 qui soit récurrent. Pas parce que forcément la personne est végétalienne, mais parce que par exemple parce que la personne ne sait pas forcément faire de choix alimentaires. Donc forcément, indirectement, son alimentation peut par exemple se tourner sur une alimentation qui est pauvre en B12. Les personnes qui malheureusement ont eu des chirurgies bariatriques, ça vous connaissez malheureusement, hein, ça c'est quelque chose que le praticien ne vous présente pas malheureusement sur le tableau, et que vous apprenez un peu après à vos dépens. Si vous avez une chirurgie bariatrique, ou que vous avez des gastrites à répétition, vous avez une chirurgie de pontage gastrique ou ce genre de choses-là, malheureusement, vous et vos taux de vitamine B12 ne serez pas très copains, hein, voilà. Les personnes qui ont le sida également. Alors attention, parce que c'est pas parce que vous avez le VIH que vous avez forcément le sida. Attention, d'accord, mais les personnes qui ont le sida sont très souvent, le sida est connu pour diminuer l'absorption de la B12. Si vous avez des troubles au niveau de l'intestin grêle, si vous avez des maladies inflammatoires de l'intestin, des MICI, si vous avez des SIBO, des SI, des IMO, cœliaque, la maladie cœliaque, etc., tout ça peut venir diminuer l'absorption de la B12. Si vous avez un déficit enzymatique, si vous avez des troubles hépatiques, par exemple, ça peut diminuer l'absorption de la B12, etc., etc. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre physiologie, de manière générale, va plus ou moins influencer votre capacité à pouvoir avoir certains taux de micronutriments qui, encore une fois, de fil en aiguille, peuvent se faire ressentir sur les taux de fer, mais également peuvent se faire ressentir également sur les niveaux que vous allez avoir au niveau des globules rouges, et donc du coup, à long terme, entraîner une anémie, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à certains micronutriments aussi, ou pas?
Alors par l'alimentation, j'avais fait le tour. Je voulais rebondir justement sur après tu en as parlé, sur le SIBO, justement les problématiques digestives qui venaient aussi impacter l'assimilation des nutriments et du coup notamment le fer, puisque on le voit chez les clientes que nous avons et les clients, les carences qui sont causées justement dues à leurs problématiques. Mais du coup, j'allais justement rebondir sur le fait que les personnes qui ont une problématique digestive vont être plus sensibles à certaines carences, notamment le fer. Mais après, comme tu l'as dit, pour certaines personnes qui ont une maladie autre, il n'y a pas que la carence en fer, comme la personne qui a le VIH et la carence en B12. Ouais, tout à fait. Et en fait, très souvent, je voulais rebondir sur la B12, mais quand on pense B12, on pense B9 aussi, parce que la B9 aussi, enfin, le manque de B9, encore une fois, peut être amené aussi, donc, du coup, par un régime alimentaire qui est déficient en vitamine B9. Donc, on va pas revenir dessus, mais donc, pareil, hein, si vous avez un syndrome de malabsorption, si vous avez une Mickey, si vous avez un SIBO, si vous avez un SI, si vous avez cœliaque, etc., etc., si vous avez une dialyse rénale également, ça peut également venir influencer les taux de B9. La grossesse, l'allaitement également est extrêmement demandant pour les taux de B9 et c'est pour ça que très souvent, les femmes de manière générale, encore une fois, hein, c'est ce qu'on dit, hein, sont beaucoup plus touchées par les problèmes de carence en micronutriments que les hommes techniquement, de par leur physiologie et de par ce qu'elles sont amenées, encore une fois, à faire, et ce, indirectement, pourquoi elles sont là au sein de l'espèce, encore une fois, qui est de donner la vie. Quand vous êtes en grossesse, par exemple, c'est extrêmement demandant pour l'organisme en termes de micronutriments. Et c'est pour ça que on dit très souvent qu'une grossesse ne dure pas 9 mois, elle dure 12 mois. Parce que techniquement, il faudrait normalement, quand on lit vraiment les ouvrages médicaux vraiment spécialisés sur la grossesse, ils disent tous et toutes la même chose, c'est que une grossesse, normalement, ça se prépare. Normalement, on est censé faire une sorte d'analyse un peu de micronutriments pour être sûr, et bien sûr d'autres facteurs pour être sûr que la maman est en état physiologique de pouvoir donner la vie, d'accord? Et si c'est pas le cas, on travaille d'abord sur le fond pour rééquilibrer entre guillemets l'organisme en termes de micronutriments, en termes d'inflammation potentielle et tout ce qui est susceptible de venir perturber la grossesse, par exemple. Et une fois que c'est bon, là, on peut dire, OK, là, vous avez le feu vert et là, on y va. Et après, etc., 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 quoi. J'en profite pour rebondir justement. Tu parlais de grossesse. J'en profite parce que là en plus j'ai le cas d'une proche à moi qui est concernée puisque bon elle va accoucher bientôt. Bref, j'ai suivi ses bilans de grossesse et c'est impressionnant comment lors T'as de la vu, hein? grossesse le fer est pompé. Mais what the fuck Tout, hein? quoi. Tout est pompé, hein? Tout est pompé. Tout est pompé Mais tu vois. Mais le en fer fait, c'était vraiment. Enfin bon dans son cas elle le faire vraiment à chaque fois, mais il était un peu trop bas, quoi. Et à chaque fois, bah, augmenter sa supplémentation, mais c'est un truc de ouf. Le pire, c'est qu'en plus, les femmes enceintes, Bichette, elles sont un petit peu limitées en termes de consommation parce qu'elles peuvent pas réellement consommer d'abat, de boudin rouge et de viande saignante, quoi. c'est ce que je dis en fait aux femmes qui sont enceintes, c'est que n'oubliez pas. Alors la grossesse, ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que c'est un process qui va durer 9 mois et qui va durer encore une fois pendant 9 mois, matin, midi, nuit, soir, que vous soyez en train de parler, bosser, baiser, faire du sport, promener votre chien, faire les courses, etc. Pendant 9 mois, votre corps, il charbonne H24. OK? Pendant 9 mois. Déjà juste, on sait que déjà de base, l'organisme a besoin d'énormément de calories juste pour se maintenir, pour vous maintenir vous et pour faire en sorte que le cœur puisse battre normalement, pour faire que le cerveau puisse fonctionner normalement, que la thyroïde puisse sécréter des hormones thyroïdiennes, etc., etc., etc. On est dans un environnement qui est de plus en plus demandant sur le plan physique, psychologique et physiologique. Et forcément, indirectement, ça demande encore plus de calories et de micronutriments à disposition. Et en plus de ça, vous ajoutez une grossesse par-dessus tout où le corps charbonne H24. Donc, vous avez besoin d'encore plus. Et le nombre de femmes que je vois en suivi, et je pense que t'as dû le constater aussi, Mathilde, hein, ça c'est triste à dire, mais le nombre de femmes qui sont en suivi et qui mangent pas, alors qu'elles sont en grossesse, waouh! Alors, c'est vrai que les 3 premiers mois, bon, allez, on vous le donne, hein. Bon, moi, je serai jamais enceinte de ma vie, ou alors je suis pas encore au courant, j'ai pas encore trouvé comment. Mais c'est vrai que bon, les 3 premiers mois pour vous, c'est un peu complicado parce que bon, c'est là où très souvent vous avez des nausées, des vertiges. Pour vous, c'est compliqué de manger, bla 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 bla. Donc techniquement, les 3 premiers mois, je dis bien de manière générale, les 3 premiers mois sont un peu complicados, mais après ça, techniquement, c'est là où ça passe un peu et où vous êtes plus ou moins susceptible de manger un peu plus. Mais vous devez comprendre que la grossesse, encore une fois, vous devez manger, vous devez, et s'il y a bien en plus une période dans la vie de la femme où le méta tourne à fond et où il a besoin de micronutriments, c'est vraiment la grossesse, quoi. C'est vraiment, et comme tu l'as vu, hein, le fer, hein, tel que de base, c'est pas Ah, mais il est foufou, pompé de ouf, mais là, il est c'est, pompé de ouf. Après, ça paraît facile à dire, en fait.
on va dire pour nous d'un point de vue extérieur comme ça. Ah mais bien sûr, bien sûr. Alors que t'es pas concerné pour le coup, mais le truc c'est qu'en plus j'ai le cas en suivi. Hein, j'ai pas mal de clients du coup post-grossesse aussi et dont j'ai les analyses aujourd'hui, qui m'ont dit oui, non, mais c'est vrai, pendant la grossesse, je me suis laissé un peu vivre, je profitais, je faisais comme j'avais envie. Donc, pour le coup, elle mangeait. Ok, donc super, tu mangeais. Mais le problème, c'est que elle mangeait, mais elle mangeait pas correctement. Sauf que comme tu le dis, ça demande énormément d'énergie, mais pas que le faire du coup. Le truc, c'est que du coup, manger, transformer et que ce qui Bien sûr. vous fait envie à ce moment-là. Alors ok, c'est chouette, tu profites de ta grossesse, mais le truc, c'est qu'en fait, profiter de sa grossesse, c'est une chose, mais aussi faire en sorte que son bébé grandisse et profite de tous les nutriments ingérés et qui doivent être assimilés, ben, c'est aussi hyper important dans le sens, ok, tu peux te faire plaisir, mais il faut quand même pas oublier que avant de te faire plaisir, ben, tu vas quand même créer la vie. Techniquement, tu pourras te faire plaisir à l'année. Donc peut-être que tu auras pas les mêmes envies post-grossesse, mais en attendant, la création de la vie, tu la fais pas à l'année. Bon, la grossesse dure 9 mois, mais c'est hyper important, même en période de grossesse, et même si on se dit, ah ben j'ai envie de me foutre la paix sur cette période-là, oui, c'est bien se foutre la paix, mais en fait, c'est aussi primordial de surtout à ce moment-là apporter vraiment tous les nutriments nécessaires. S'il y a bien un moment entre guillemets dans notre vie de femme, on va dire, où il faut vraiment être ultra rigoureuse et ultra comment dire, tu sais, intransigeante avec Mhm, soi-même sur mhm. ce qu'on mange. Je comprends qu'il y a toujours des périodes avec et des périodes sans. Maintenant, sur la grossesse, c'est vraiment primordial. S'il y a un moment où on doit être intransigeante avec nous-mêmes, avec les aliments et la qualité des nutriments et des minéraux qu'on va consommer, c'est bien à cette période-là parce qu'en fait, ça va directement impacter l'enfant. Et bah, du coup, on va y venir, mais Bien aussi au sûr. post-grossesse, en fait, au post-grossesse. Parce que tu vois, on parle de la carence en fer. Bah, alors, l'accouchement, post-accouchement, c'est la joie, quoi. Ah, le Donc, postpartum, c'est compliqué, ouais. C'est pour ouais, ça qu'aussi, il y a le postpartum, quoi, aussi à gérer et ouais, derrière. et c'est pour ça qu'en fait, envoyer de la calorie, du coup, après, on va revenir sur le fer parce qu'on s'écarte un peu encore, mais c'est pour ça qu'envoyer de la calorie pendant la grossesse, c'est hyper important parce que non seulement ça vous permet à vous de rester en tant que femme en santé pendant la grossesse, ça vous permet également d'optimiser la grossesse. Si vous optimisez la grossesse, vous optimisez encore une fois aussi le développement de l'enfant futur. Et n'oubliez pas que, et indirectement, alors, ce que je vais dire, c'est peut-être dur à entendre, mais c'est un peu votre responsabilité aussi de faire en sorte que l'enfant ait tout ce dont il est besoin tout ce dont il a besoin, pardon, pour bien commencer sa vie. Si déjà de base vous arrivez et que vous mangez pas grand chose et que, comme tu dis, vous vous laissez vivre, etc. Bah, alors là aussi, on met un peu d'eau dans le vin. On n'est pas sur Doctissimo où on lit la première page, on va avoir un cancer. Mais voilà, on va dire que si forcément vous faites pas les choses comme vous le devriez, on va dire qu'indirectement vous prédisposez. Ça veut pas dire que ça va forcément arriver. Encore une fois, on arrondit les angles, on prend un Oui, peu non, des mais pincettes, on met les guillemets, ok, parce qu'on sait que les gens prennent tout au premier degré. Mais indirectement, on va dire que vous mettez un peu une épine dans le pied du gamin alors qu'il est même pas encore né. Et n'oubliez pas que c'est aussi encore une fois votre responsabilité de faire en sorte d'apporter tout ce dont votre futur enfant va avoir besoin pour bien commencer sa vie, quoi. Donc voilà. Et aussi au passage, envoyer beaucoup de calories, c'est quelque chose qui vous permettra de récupérer sur le fameux postpartum. Et n'oubliez pas qu'après bébé va arriver à la maison. Et on sait ce qui va se passer quand bébé est à la maison. Vous dormez pas forcément les 5 premières semaines. Pourquoi? Parce que bébé est pas vraiment calé sur les cycles jour-nuit. Eh oui, voilà. Donc c'est pour ça que bébé se réveille la nuit. Donc et ça aussi il faut l'encaisser. Et qu'est-ce qui permet d'encaisser? C'est le fait d'avoir des calories à disposition, etc., etc., etc. Et la grossesse est extrêmement demandante pour les taux de fer aussi, comme tu l'as dit. Bref, on retourne sur ce qu'on disait. Du coup. Oui, vas-y, attends, je vais faire une aparté, mais du coup, je vais revenir sur le fer parce on s'était écarté. vas-y. Mais comme on était sur grossesse bébé, je voulais quand même faire une petite aparté aussi, puisque il faut savoir que les enfants aussi peuvent être concernés justement par la carence en fer, puisqu'en Oui, fait, on parlait de consommation alimentaire. Sauf que en tant que parents, les enfants ne gèrent pas leur consommation alimentaire, on va dire. Ce sont les parents qui gèrent la consommation alimentaire. Sauf que les enfants aussi ont des sécrétions de neurotransmetteurs qui se font. Les enfants aussi ont des fonctions thyroïdiennes, des fonctions physiologiques, puisque ça commence dès l'embryon, tout simplement, dès qu'ils sont dans l'utérus de leur maman. Sauf que, comme on le disait, le fer, c'est un précurseur de neurotransmetteurs, entre autres. Et donc, comme je le disais, les enfants ont aussi des sécrétions qui se font dans leur organisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants ont un besoin d'apport en protéines qui sont plus élevés que celui d'un adulte, notamment pour son développement. Et il y a quelque chose que je remarque, mais après c'est aussi une problématique
de publicité, on va dire, de marketing, etc. Les enfants, je pense que tu as dû le remarquer, ont un petit déjeuner qui est quand même équilibré. Je pense qu'il y a très peu d'enfants qui ont réellement un petit déjeuner équilibré. Souvent, c'est des céréales avec du lait. Enfin, c'est beaucoup de petits déjeuners transformés, des biscuits, etc. Sauf que le truc, c'est que comme un enfant a encore plus besoin de protéines pour son développement, bah, Ouais. du coup, on comprend bien que si dès le matin, donc dès son réveil, il a je dis pas qu'il meurt de faim, hein, mais il a un bol de céréales, mais du coup non pas un petit déjeuner complet avec, je sais pas, enfin des œufs ou autre, peu importe. Mais du coup, lui aussi, sa consommation de protéines n'est pas assez élevée. Et du coup, ça va impacter son développement, mais aussi sa santé. Et en fait, là, je parle de ça parce que j'ai vu une étude où justement la carence en fer chez les enfants impactait directement leur concentration, puisqu'on parle de sécrétion de neurotransmetteurs, Bien impactait sûr. directement leur concentration en classe. Et j'avais vu une étude comme quoi 15% des enfants hyperactifs étaient concernés par la carence en fer, puisque justement, la carence en fer ne permettait pas et du coup, l'apport en protéines ne permettait pas une bonne sécrétion de neurotransmetteurs. Donc, en fait, ça vient aussi impacter tout le monde, mais également les enfants qui, eux, ne gèrent pas leur alimentation. Donc, c'est hyper important d'y être sensible parce qu'en fait, dès notre plus jeune âge, on est directement concerné par les carences et par les consommations. Tout à fait. Si tu regardes bien, de toute façon, dans tous les cas aussi, les symptômes d'un manque de fer, on note très souvent un manque de concentration, des difficultés, encore une fois, d'apprentissage, de mémorisation, Ouais. etc., etc., etc. Le fer est extrêmement important pour ça aussi. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. Mais en fait, c'est là, en fait, encore une fois, qu'on voit que le fer, il est tellement important au sein de notre physiologie que vous devez encore une fois vraiment d'avoir pour votre enfant et pour son bon développement et pour sa vie future encore une fois vous assurer d'avoir tout ce dont il a besoin quoi parce que c'est hyper important et dites-vous bien que le plus tôt une problématique s'installe le plus compliqué ça va être après de pouvoir remonter la donne et de pouvoir ramener la personne sur un état plus ou moins entre guillemets stable et santé si vous voulez. Donc c'est pour ça que vraiment faites les choses dès le début, faites les choses bien. On vous demande pas de faire les choses parfaitement parce que c'est pas possible et parce qu'il y aura toujours des éléments qui vont faire que. Faites de votre mieux, mais faites surtout les choses intelligemment et faites de votre mieux dès le départ. Et on sait très bien, par exemple, en effet, à quel point avoir une alimentation dès le début et dès le plus jeune âge, une alimentation qui est diversifiée, qui est variée, qui est complète pour les besoins de l'enfant est importante pour son développement, pour sa croissance, pour son système hormonal, etc., pour être sûr que il est une enfance épanouie aussi au passage, qu'il est une adolescence épanouie, qu'il ne rencontre pas de problèmes à l'avenir. Et c'est triste à dire, hein, mais la plupart des problématiques de santé que l'on rencontre aujourd'hui ont été amenées principalement par par une accumulation de choses qui ont été faites dans le passé, par des problèmes sociétaux, par une mauvaise hygiène de vie au niveau de l'alimentation, la sédentarité, etc. Bon, bref, ça c'est encore un autre sujet, mais encore une fois, on s'écarte. Bref, revenons, revenons sur le fer. Donc, première chose, pour remonter un taux de fer, vous devez comprendre que vous devez donc du coup avoir une alimentation riche en fer, toujours bien sûr en corrélation avec votre éthique alimentaire, etc. Encore une fois, n'oubliez pas que chaque type d'alimentation comment dire, assez plus et assez moins, et vous devez comprendre que certains types d'alimentation malheureusement sont un peu plus problématiques que d'autres par rapport au taux de fer. Tu voulais dire? Oui, j'allais faire juste un dernier rebond. Vas-y. Et bon, ça concerne les adolescentes, mais du coup, ça va rejoindre encore le fer, puisque les femmes, les adolescentes ont justement au cours de l'adolescence leurs premières règles. Et en fait, on parlait de la carence en fer chez les enfants. Et c'est vrai que les adolescentes, je pense que probablement toutes sont passées par là, vont avoir une période, même si elles ne la gardent pas sur le long terme, où elles ne vont pas être fans de viande. Sauf qu'en fait, à cette période-là, c'est là où elles ont leurs premières règles. Sauf qu'en fait, c'est hyper important d'avoir encore plus à ce moment-là un bon apport en fer, parce que si dès le début, en fait, de la vie de femme et des premières règles, etc. Et bon, du coup, après des années à venir, la jeune femme concernée n'a pas un bon apport alimentaire et un bon apport en fer. Le problème, c'est qu'après, la carence en fer peut se répercuter, alors non, sur son énergie, etc. Certes, mais aussi sur la bonne fonction de son système hormonal. Donc, on verra une prochaine fois dans un prochain podcast. Mais c'est hyper important aussi de sensibiliser les jeunes femmes, surtout en début de cycle, sur un bon apport en fer dès le début de leurs règles pour vraiment s'assurer une bonne santé en tant que femme à l'avenir aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Ça, on en parlera dans le prochain podcast qu'on fera tous les deux, mais le fer est extrêmement donc, du coup, on perd énormément de fer. Enfin, pardon, pas on. Vous perdez, pardon, énormément de fer
vous perdez énormément de fer en effet lors des menstruations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la phase à la suite de l'ovulation, vous avez deux options qui se fait. Soit vous êtes fécondé, et du coup après techniquement vous donnez la vie, soit vous ne l'êtes pas et du coup ça part après. Les règles arrivent entre guillemets. Avant il y a la fameuse phase lutéale, mais la création du corps jaune, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est extrêmement demandante en termes de fer également. Et la création du corps jaune est presque la création d'un nouvel organe endocrinien, puisque c'est grâce à lui que vous allez avoir ce fameux pic de progestérone, entre guillemets, que l'on peut voir sur les schémas physiologiques de règles, qui après va entraîner à la suite avec la chute et par contre, par effet de feedback, etc., l'apparition des règles, etc. Mais ça, on en parlera dans le prochain podcast. Ok. Donc, on revient. On revient. Sur le fait de remonter un taux de fer. Dans un premier temps, soyez conscient que vos choix alimentaires vont impacter plus ou moins les taux de fer. Ça, c'est la première chose. D'accord? Donc, toujours faire en fonction de votre éthique. Si vous avez une alimentation qui est dite omnivore, vous avez des sources animales et végétales dans votre alimentation, n'hésitez pas à augmenter vos apports en viande rouge, en boudin, en tout ce qui est à bas, le foie, etc., etc. C'est des aliments qui sont très, très riches en fer. Alors, on sait que le foie n'est pas forcément à la portée de tous les palais. C'est très particulier en termes de goût. Mais bon, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle YouTube, qui permet, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des recettes pour adoucir le goût. C'est ce que je dis aux personnes que j'ai en suivi, c'est que elles sont toujours en train de dire, ah, mais le foie, c'est pas bon. Oui, mais aujourd'hui, on a YouTube, d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des recettes pour rendre le foie, voilà, exactement, qui ont fait des recettes pour rendre le foie un peu plus goûtu, si on peut dire ça comme ça, un peu moins fort pour ceux qui aiment pas trop le goût. Donc, il y a toujours moyen. Et encore une fois, n'oubliez pas que c'est pas tous les jours, d'accord? C'est une fois par semaine et ça se discute. Mais voilà. Et ça serait dommage, je pense, de se passer d'aliments comme le foie, les abats et le boudin, etc., parce que c'est vraiment des aliments qui peuvent être intéressants à utiliser, surtout pour travailler sur des anémies et des taux en fer. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que remonter un taux de fer, c'est quelque chose c'est vraiment un marathon, d'accord? Parce que de par tout ce qu'on vous a décrit, vous comprenez qu'il est extrêmement compliqué d'arriver à remonter un taux de fer, tant le fer est un minéral qui est demandé au sein de la physiologie. Remonter un taux de fer, je vous le dis, c'est un marathon. C'est littéralement un marathon, c'est une course d'endurance et n'espérez pas remonter un taux de fer en quelques semaines. Moi, perso, j'ai déjà réussi à le faire, mais c'est des cas très rares. C'est pas tout le temps à chaque fois. Et dans la plupart des cas, c'est très, très long. Je peux pas vous donner de durée parce que je sais très bien que vous allez vous accrocher à la durée en termes de temporalité, mais c'est long. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est long. Parce que le fer, encore une fois, est tellement sollicité au sein de la physiologie. Par exemple, si vous êtes fatigué, si vous avez une fatigue chronique, une fatigue au niveau des surrénales, si vous avez un burn-out, si vous avez, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, cœliaque, des Mickey, SIBO, SI, IMO, Crohn, rectocolite hémorragique, etc. Certains médicaments également peuvent venir inhiber l'absorption du fer également. Si vous avez, enfin voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est si vous avez une inflammation de bas grade également, ça peut venir pomper les niveaux de fer. Bref, le fer est vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, l'un des minéraux pivots de l'organisme. Et avant de remonter un taux de fer, il faut d'abord travailler sur le fond avant de travailler sur la forme. C'est hyper, hyper, hyper important parce que le fer sera toujours le dernier à remonter. Le fer est tellement demandé, encore une fois, au sein de la physiologie que si jamais vous avez des problématiques où le fer est susceptible d'être utilisé, vous devez d'abord travailler sur le fait de calmer, soulager et, entre guillemets, prévenir ces problématiques-là. Fatigue chronique, inflammation de bas grade, problèmes digestifs en tout genre, encore une fois, syndrome de malabsorption, etc., etc. Une fois que vous avez réglé ça, là, après, vous pouvez commencer à vous attaquer au niveau de fer. Parce que si vous attaquez au niveau de fer au départ, je vous le dis, c'est beaucoup, vous pouvez avoir la forme sans avoir le fond, mais c'est beaucoup plus compliqué d'avoir la forme si vous n'avez pas le fond. Donc, d'abord le fond et après la forme. Et après, vous verrez que certaines choses commenceront à se décanter et il vous sera beaucoup plus facile pour vous de remonter un taux de fer. Et si encore une fois, si vous avez une anémie qui est dépendante de votre taux de fer, donc du coup, l'anémie ferriprive, ça sera beaucoup plus facile pour vous, du coup, de remonter ce taux de fer et de travailler sur cette anémie à long terme, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose d'autre, peut-être? On passe à la supplémentation en elle-même ou... On peut, ouais, si tu veux. Ouais, carrément, carrément. Donc, pour la supplémentation, encore une fois, n'oubliez pas que c'est toujours essayer, si vous en avez la possibilité et si votre praticien de santé vous le permet, n'oubliez pas que essayez toujours de faire des analyses avant de vous supplémenter pour éviter de gaspiller de l'argent pour rien, de perdre du temps et d'aller directement à l'essentiel et de toucher directement ce dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez faire dans un premier temps un bilan martial avec votre praticien de santé si jamais il estime cela nécessaire, mais indirectement c'est quelque chose qui vous permettra également de pouvoir travailler sur votre supplémentation et ça vous facilitera grandement les choses pour pouvoir rétablir un taux de fer. Mais du coup, la supplémentation en fer, toi, qu'est-ce que tu conseillerais du coup dans un premier temps?
Alors forcément, du coup, consommer se supplémenter en fer. Alors là-dessus, je voulais quand même faire un petit point et tu vas forcément rebondir dessus parce que de la même manière qu'on parlait du fer héminique et non héminique, donc qui est assimilé de manière différente, chez les compléments, je veux dire ça comme ça, pour les compléments, c'est la même chose. Il y a des formes qui sont assimilables et d'autres qui ne sont pas assimilables. Donc en général, on parle de biodisponibilité. Par exemple, le fer, on a le fer qui est bisglycinate et le fer qui est oxydé, donc l'oxyde de fer. Le fait est que les compléments qui sont associés donc enfin les compléments qui sont oxydés, donc l'oxyde n'est pas assimilable par l'organisme, tandis que le but de prendre, je vais y arriver, un complément bisglycinate, donc comme le fer bisglycinate, c'est qu'en fait il est associé à un acide aminé, donc à la glycine qui est déjà présente dans l'organisme, ce qui le rend justement assimilable. Est-ce que tu veux rebondir sur Ouais, moi il y a un truc sur lequel je veux rebondir. Donc ouais, première chose que vous voulez faire si vous voulez le supplémenter, ce qu'on dit, c'est très très con, hein. Mais la première chose, c'est que si vous voulez avoir plus de chances de remonter un taux de fer, prenez déjà un fer avec une bonne forme. Donc le bisglycinate de fer est une excellente forme de fer. Ce que je veux dire, c'est triste à dire, mais la plupart quand vous allez en pharmacie, ne prenez pas le fer que vous trouvez en pharmacie, ne prenez pas le fer. Je te laisse en charge de dire Ah ça. non, mais ne prenez pas le fer que votre généraliste vous donne parce que on les connaît, hein, Tardiféron, Ouais, Thymopherol. voilà. Ne prenez pas ces fers de merde. Il faut le dire, ce sont des fers de merde, c'est des Ça trucs sert à de rien. merde. Ne prenez pas ça, ce sont des fers de merde. Vous ne remonterez pas un taux avec de l'oxyde de fer. Et je vous le dis, vous avez plus de chances que ça vous cause des nausées, des vertiges, une haleine un peu féreuse, des diarrhées, des selles noires et j'en passe. Ne prenez pas ce truc-là, c'est de l'oxyde de fer. Il vous suffit simplement de prendre la boîte, c'est marqué dedans, dans la composition. Merci, oxyde. Voilà. Si vous voulez connaître la composition des médicaments, etc., vous allez sur le site Vidal, Vidal. C'est un site très connu qui référence, qui est connu pour référencer les médicaments avec tous les effets secondaires, etc., etc. Vous tapez Thymopherol, Timoferol, et Tardiféron, je crois que c'est Tardypheron, il me semble. Dans le Tardiféron, c'est de l'oxyde de fer, et dans le Thymopherol, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est du sulfate ferreux, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ces deux formes de fer, zappez-les. C'est de la merde en boîte, et je vous le dis, vous ne remonterez jamais un taux de fer, et ça vous apportera plus de problématiques. Et vous allez clairement dépenser votre argent pour rien. Donc vraiment, prenez un bon fer. Vous avez du bisglycinate de fer, Bisglycinate. C'est l'une des meilleures formes de fer que vous pourrez trouver. En général, 15 à 20 mg par jour, c'est ce qui est recommandé, et c'est ce que vous trouverez dans la plupart des posologies. Alors, faites attention, parce que n'oubliez pas que la posologie que vous allez trouver dans un supplément va dépendre de la législation du pays en vigueur. Je vais pas donner de marque précise, mais certains pays n'ont pas forcément la même législation au niveau de la quantité de fer qui doit être présente dans la supplémentation. Je vais penser à l'Allemagne, par exemple. Il est très courant et très facile de voir des compléments de fer qui sont sur du 45 à 50 mg par prise dans une seule cape. C'est énorme. C'est énorme. Des fois, il est vrai que ça peut être intéressant de faire prendre des compléments comme ça qui sont hyper chargés comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pas toutes les personnes ont la capacité physiologique d'accueillir une quantité de fer aussi importante, parce que ça peut vous amener au même titre que le Thymopherol et le Tardiféron, des nausées, des vertiges, des maux de tête, des selles noires, une haleine féreuse, des diarrhées, etc., des maux de ventre, etc. Donc c'est pas toutes les physiologies qui peuvent être. Cependant, certains cas, des fois, peuvent le demander. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, à situation exceptionnelle, dosage exceptionnel. Donc, pour remonter un taux de fer, donc solution numéro 1, encore une fois, si votre éthique alimentaire vous le permet, privilégiez tout ce qui est viande rouge, abats, boudin, foie, etc., etc. Numéro 2, supplémentation en fer si jamais si vous arrivez à avoir un bilan sanguin. De toute façon, en tous les cas, même lorsque vous allez faire un bilan sanguin, je vous le dis, la ferritine ne sera pas forcément voilà, très très haute non plus. Donc voilà. Numéro 3, tu mettrais quoi toi par exemple du coup? Numéro 3, du coup, travailler sur le fond avant de travailler sur la forme, trouver tout ce qui est susceptible d'altérer le niveau de fer, travailler dessus, et après il vous sera beaucoup plus facile de remonter un taux de fer. Donc du coup, numéro 4, qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Je voulais juste rebondir sur le fer. Donc, on disait en France, on est plus sur la législation qui dit 14 mg de fer. Alors, c'est pour X raisons, comme tu le disais, le bilan sanguin indique qu'il y a besoin de plus. Comme le fer, je l'ai remarqué chez les femmes. Alors, chez les hommes, je ne sais pas trop si toi tu as eu beaucoup le cas, mais chez les femmes, j'en ai très très peu, comme tu le disais, qui supportent plus
que 14 milligrammes de fer en une prise. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est le diviser en plusieurs fois. Il y a aucun problème, en fait, à prendre une capsule à jeun, une capsule dans l'après-midi, une capsule le soir pour pouvoir augmenter ces taux de fer. C'est pas parce que vous avez besoin de prendre n'importe quoi, mais 90 milligrammes de fer que les 90 milligrammes de fer doivent être pris le matin à jeun. Ils peuvent être échelonnés pour justement pouvoir être assimilés et pris de manière supportable de façon à ce que la supplémentation ne soit pas un supplice et cause des crampes abdominales. Voilà, ça c'était juste la petite précision. Yep, tout à fait. Je voulais donner. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est optimiser l'assimilation et éviter justement éviter de prendre quelque chose qui peut freiner l'absorption. Je pense au thé. Ça peut paraître le tanin, ouais. La consommation de thé freine l'absorption du fer à cause d'un antioxydant qu'il contient, le GCG. Mais par exemple, si on prend le fer le matin à jeun, il est recommandé de prendre le thé, par exemple, après le petit déjeuner, sachant que pour vous, ça changera rien. Vous aurez eu votre tasse de thé le matin, ça vous aura fait plaisir, tout va bien, mais au moins, il n'y aura pas eu de problématique d'absorption avec le fer. Et après, en même temps, le fer, on peut le prendre avec d'autres compléments, d'autres vitamines, en fait, qui maximisent son absorption. Je pense par exemple à la vitamine C et à la vitamine A et le cuivre également. Donc, exactement, vitamine comme tu as dit tout à l'heure. Donc voilà. Et après, je voulais aussi faire une petite aparté par rapport au stress, tu vois, parce que justement tu disais que la consommation de stress aussi quelque part, la consommation de stress avait un impact justement sur la perte de fer. La consommation donc d'aliments qui sont plutôt antioxydants, mais aussi de vitamines et minéraux qui ont des propriétés antioxydantes, c'est tout aussi intéressant. Je pense à la vitamine C et à la vitamine E qui ont justement des propriétés antioxydantes. C'est assez intéressant de les utiliser justement pour limiter, on va dire, la perte de fer. Ouais, tout à fait, ouais. Et après, ce qu'il faut alors ça, tout ce qui est stress antioxydant, etc., tout ce qui est le système antioxydant et tout ce qui est stress oxydatif, etc. Parce qu'également, on va vous faire un podcast là que je tourne normalement, je crois demain avec lui, demain ou après-demain, en comparaison de quand toi et moi on est en train de le faire. Donc, ça sera l'épisode, je sais pas combien, mais ça c'est prévu. Donc on en parlera à ce moment-là parce que en plus, on en parlait aussi dans on en parlait dans le podcast sur la peau, où justement la vitamine C est vraiment au cœur du système antioxydant parce qu'elle permet aux autres vitamines du système antioxydant de se recycler, notamment la vitamine E, etc., quoi. Donc voilà. Écoute, je pense qu'on est pas mal, hein, parce que ça fait déjà. J'allais clôturer les oméga 3. Et les oméga 3, exactement. Voilà. Je pense qu'on est déjà pas mal. Honnêtement, ça fait déjà une heure plus même qu'on est là. Je pense qu'on a déjà abordé pas mal de choses. Sur le fait de travailler sur l'anémie et sur le fait, encore une fois, de travailler sur un taux de fer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux peut-être rajouter avant de terminer? Ou est-ce que... Alors, non, pas spécialement. Enfin, il y a un truc que j'aurais voulu préciser puisque on est quand même tous les deux concernés puisqu'on a pas mal de personnes en suivi qu'on suit aussi pour le côté sportif. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure justement d'hémoglobine et de globules rouges. Sauf que je voulais faire juste une petite précision. Pour les personnes qui sont sportives, la tendance à être carencée en fer est plus prononcée puisque la sueur, en fait, le fer est aussi perdu à travers la sueur. Donc, en fait, tout à fait, ouais. Une petite aparté, comme tu le disais aussi par manque d'hydratation dans les urines, mais donc du coup également les sportifs sont d'autant plus concernés par ce cas-là. Donc s'hydrater c'est très important, mais encore plus quand on est sportif du coup. Mais voilà, je voulais juste faire une aparté sur les sportifs puisque étant dans le domaine du coaching sportif et ayant des athlètes, ça me paraissait important de le préciser pour accentuer justement la perte de fer qui se fait quotidiennement. Parfait, nickel. Voilà. Nickel. Écoute, pour moi, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on aura déjà fait un bon pavé. Ça fait déjà une bonne heure. Donc voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin. Dans tous les cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, que ce soit à moi ou à Mathilde en message privé sur Insta ou autre. Je vous dis à bientôt et encore une fois, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, enregistrer et à commenter le podcast et surtout à mettre un 5 sur 5, enfin un 5 étoiles, pardon, si jamais votre plateforme d'écoute, voilà, exactement. Si votre plateforme d'écoute vous le permet, puisque c'est ce qui permet encore une fois le référencement et c'est ce qui permet à ce podcast d'être écouté par le plus de personnes possible. Et vous savez que ce podcast est avant tout destiné aux professionnels, mais aussi il est aussi là pour aider le plus de personnes possible, pour les aider à rester en santé et pour travailler sur leurs problèmes de physiologie.
Merci Mathilde, merci beaucoup. Merci à toi. On vous dit à bientôt parce que là, on a encore 2 épisodes à tourner, donc on a encore, voilà, on va se revoir très bientôt. Merci à toutes et à tous. Bonne journée, bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Ciao, ciao.